Mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs, chers invités, soyez les bienvenus cet après-midi à notre webinaire sur le thème « L'intelligence artificielle en Suisse, un écosystème favorable au développement de vos projets ». La Suisse abrite des universités de renommée mondiale, dont les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, qui comptent parmi les meilleurs au monde, ainsi que des instituts de recherche spécialisés dans l'intelligence artificielle, comme par exemple l'IDIAP dans le canton du Valais ou l'ITIA dans le canton du Tessin. L'innovation naît ou siège souvent dans les laboratoires des universités suisses, mais aussi au sein des entreprises qui sont en quête d'innovation par le développement de concepts innovateurs faisant appel aux nouvelles technologies. Le transfert de technologies entre les universités et l'économie réelle s'effectue de manière rapide et efficace, si bien que la Suisse se classe première en Europe en nombre de dépôts de brevets, nous l'avons entendu dans le petit film avant, donc en nombre de dépôts de brevets par million d'habitants, notamment en ce qui concerne les brevets relatifs à l'intelligence artificielle. C'est la preuve de son excellent potentiel d'innovation. Dans le cadre de la stratégie suisse numérique approuvée par le Conseil fédéral en 2018, l'intelligence artificielle figure parmi les priorités de la Confédération suisse. En Suisse, l'intelligence artificielle a vu rapidement le jour, grâce notamment aux compétences que la Suisse a pu développer suite à sa longue tradition, par exemple dans l'horlogerie, le génie mécanique, ainsi que le domaine des sciences de la vie. La Suisse produit de nombreuses applications comme la reconnaissance d'images, la traduction, la mobilité ou encore le diagnostic médical. Ce qui a valu, par exemple, une forte mobilisation en Suisse pour trouver des solutions d'intelligence artificielle appliquées à la lutte contre la pandémie. La Suisse offre donc aujourd'hui un terrain favorable au développement de vos projets liés à l'intelligence artificielle. L'événement d'aujourd'hui est aussi une occasion de rappeler que la Suisse et la France ont lié un partenariat économique et commercial solide et de premier plan. Le volume global des échanges entre les deux pays est en constante augmentation ces dernières années, symbole d'une attractivité croissante de nos marchés respectifs. Pour la Suisse, la France est son 5e client et son 3e fournisseur. Sur le plan des investissements, la Suisse est le 2e investisseur en France et plus de 1900 entreprises suisses sont implantées en France. La France, quant à elle, est le 4e investisseur en Suisse et plus de 1500 entreprises françaises sont implantées en Suisse. Parlons maintenant de la crise sanitaire actuelle qui touche malheureusement toute notre population et notre économie. Une raison de plus pour renforcer nos échanges, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans ce contexte de la pandémie, la Confédération suisse a assuré un cadre stable, avec des conditions cadres attractives et un plan de soutien massif, notamment aussi pour le secteur privé. En réponse au Covid-19, la Suisse a notamment mis en place un vaste train de mesures pour un montant total de plus de 70 milliards de francs suisses pour atténuer les conséquences économiques de la propagation du virus. De plus, le Conseil fédéral a décidé tout récemment, ces derniers jours, de lancer le programme d'impulsion Force d'innovation suisse par l'entremise d'InnoSuisse,
l'Agence pour l'encouragement de l'innovation. Ce programme, qui prévoit un assouplissement des conditions financières pour l'encouragement de projets, vise à préserver la force d'innovation des entreprises pendant la pandémie et à assurer durablement leur compétitivité. Pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'entendre dans le cadre de notre événement un groupe d'experts de l'intelligence artificielle en Suisse, représenté par le Centre des systèmes intelligents de l'EPFL à Lausanne et de la ETH à Zurich, le laboratoire Microsoft de réalité mixte et d'intelligence artificielle à Zurich et la société Gamaya, un spin-off de l'EPFL, que je tiens tous à remercier pour leur participation. Merci également à notre public d'internautes qui assistent en nombre à ce webinaire. Je souhaite aussi saluer la participation des agences de développement économique de nos cantons. Ce webinaire est organisé par le service commercial de l'ambassade de Suisse en France, le Swiss Business Hub, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, que je souhaite vivement remercier pour l'excellente collaboration. Je vous rappelle que l'équipe du Swiss Business Hub est à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos projets en Suisse. N'hésitez pas à les contacter. Je vous souhaite à toutes et à tous un webinaire très intéressant et inspirant. Et j'aimerais maintenant passer la parole à Michael Ehrlich, responsable de la promotion des investissements au Swiss Business Hub. Merci beaucoup. Merci Madame la chargée d'affaires et bonjour à tous. Je suis Michael Ehrlich, responsable de la promotion des investissements au sein du service commercial de l'ambassade de Suisse, le Swiss Business Hub France. Le Swiss Business Hub France est donc le service commercial qui à la fois accompagne les entreprises de Suisse et de Liechtenstein dans leurs projets de développement sur le marché français, mais nous proposons également aux entreprises françaises qui souhaitent s'établir en Suisse un accompagnement sur mesure et gratuit. Ce service est proposé en particulier aux entreprises technologiques spécialisées dans les principaux secteurs sources d'innovation de la Suisse, notamment l'intelligence artificielle. Information, conseils et mise en relation sont les services que nous proposons. Nous proposons donc ces services-là d'information sur l'écosystème suisse de l'innovation et les secteurs clés, le conseil sur comment réussir en Suisse et la culture des affaires, et la mise en relation avec les agences de développement économique des cantons. Alors, si vous avez un projet en Suisse, nous sommes à votre disposition pour vous aider à réussir. N'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, permettez-moi de vous rappeler les raisons de ce webinaire. Pourquoi parler d'intelligence artificielle? Alors, tout d'abord, parce que l'intelligence artificielle, c'est un énorme effet de levier de croissance, mais c'est également une force qui a un potentiel exponentiel pour servir l'humain. Elle est susceptible de faciliter des percées médicales, de démocratiser des services coûteux, d'améliorer le service client, voire de libérer une main-d'œuvre surchargée. On en saura un peu plus, notamment de ce potentiel de l'intelligence artificielle dans le cadre des interventions de nos intervenants. En Suisse, nous partageons cette vision et les entreprises, le monde universitaire et les instituts de recherche coopèrent de façon étroite pour développer des innovations technologiques dans le secteur de l'intelligence artificielle, dont certaines sont déjà utilisées par des centaines de millions de personnes. Ce webinaire a été pensé pour vous présenter un échantillon représentatif de l'écosystème suisse de l'intelligence artificielle. Vous verrez comment tous ces acteurs coopèrent de façon très étroite, efficace et pragmatique. Cet événement a pour but de vous apporter un éclairage particulier sur l'écosystème suisse de l'innovation autour de l'intelligence artificielle. Des représentants du monde académique et du secteur privé sont là pour vous présenter leur façon de coopérer dans le domaine et partager leur retour d'expérience. Le webinaire sera rythmé par l'intervention de Jan Kirschkengs, directeur exécutif du Centre des systèmes intelligents de l'EPFL, de Mathieu Hagen, PDG de Gamaya, spin-off de l'EPFL Innovation Park, de M. Marc Polefeis, directeur du laboratoire Microsoft de réalité mixte
et d'intelligence artificielle à Zurich et également professeur à l'ETH Zurich. Enfin, nous aurons une intervention de M. Romain Durier, directeur de la CCI France-Suisse, qui nous présentera le cadre des affaires en Suisse pour les entreprises françaises. À la fin des présentations, nous aurons une session de questions-réponses et je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions sur l'application. En tant qu'entreprise, et je vois que vous êtes ici nombreux à être présents à ce webinaire et nous en réjouissons, l'écosystème académique est un atout majeur pour votre développement en Suisse. Sans plus attendre, je donne la parole à notre premier invité, M. Jan Kerschkenks, directeur exécutif du Centre des systèmes intelligents de l'EPFL. Monsieur Kerschkenks, la parole est à vous. Je m'appelle Jan Kerschkenks, je suis directeur exécutif du Centre des systèmes intelligents à l'EPFL. Le titre de ma présentation, c'est l'écosystème académique, un atout majeur pour votre développement. Je tiens à souligner qu'en Suisse, il y a 3 piliers qui constituent donc le secteur tertiaire de la formation, c'est les HES, c'est les hautes écoles spécialisées, les universités cantonales et les 2 écoles EPF. Je vais donc avoir un accent dans ma présentation pour la présentation de l'EPFL. Donc l'EPFL en soi, elle est basée à Lausanne, au bord du lac Léman. Je vous montre le chiffre 2019 tout au long de la présentation, le dernier chiffre que j'ai à disposition. Donc on parle d'une université polytechnique fédérale suisse de 347 professeurs, 6144 employés, y compris les doctorants, et plus que 120 nationalités représentées sur le campus. Il y a 13 programmes d'études, il y a 5 écoles, y compris donc l'architecture et l'ingénierie civile, les sciences des bases, le Computer Information Sciences, les sciences de la vie et l'ingénierie, et 2 collèges, le CDM et le CDH, qui sont fédérés à travers des initiatives, des centres et des instituts pour le but sur lesquels je vais parler plus tard dans la présentation. Pour ce qu'on concerne les étudiants, donc depuis 2008, nous voyons donc une augmentation graduelle des étudiants sur tous les niveaux, donc bachelor, master, PhD et la formation continue. L'EPFL ajuste son offre de formation en fonction du besoin de la société, donc avec des nouveaux programmes de master, par exemple en sciences et données, robotique ou la sécurité dans l'espace cyber, qui est conjointement organisé avec l'ETH Zurich, mais aussi dans le programme doctoral, comme vous voyez ici. La Confédération suisse donne 3 missions aux écoles fédérales. Donc, la première, c'est la formation. Deuxième, la recherche. Et troisième, l'innovation et valorisation de la recherche. Nous sommes fiers d'avoir un héritage européen avec un soutien important du gouvernement. Nous avons également implémenté à l'EPFL un système tenure track pour les professeurs, donc un programme poussé pour les professeurs, pour les nouveaux professeurs et des écoles doctorales qui sont compatibles à l'échelle internationale avec des programmes internationaux, ce qui permet par exemple à un étudiant bachelor des États-Unis d'arriver en Suisse à l'EPFL et de directement commencer ses études dans une école doctorale. En plus, le Swiss Mindset, donc dès le départ, l'idée c'était de promouvoir la création d'innovation à travers les EPF. L'EPFL existe depuis 1969 et c'est souhaité d'avoir une certaine proximité avec l'économie de la société, mais nous nous réjouissons aussi d'une très large autonomie que nous considérons un facteur clé en fait de succès aussi des universités en Suisse. Les campus de Lausanne, donc en EPFL, sont principalement sur la région francophone de la Suisse. Donc, il y a le campus principal à Lausanne avec des campus qui se sont joints au fil de l'année à Genève, à Neuchâtel, Fribourg et Sion. Ce qui nous amène à la formation. Donc, les milieux académiques, donc la formation, l'EPFL en soi, elle accueille 11 449 étudiants en 2019. Je vous ai mentionné qu'on a vu une forte croissance des étudiants au fil des années. De nos étudiants, il y a 29,4% des étudiants. Et je tiens aussi à mentionner qu'il y a presque 140 000 certificats des MOOCs, donc des
Massive Open Online Courses qui étaient délivrés aux étudiants internationaux. Je mentionne déjà tout à l'heure que l'EPFL ajuste son offre en fonction du besoin de la société. Donc, la digitalisation, elle impacte toute science et technologie. Donc, l'éducation des ingénieurs à l'EPFL, elle doit aussi les préparer pour cette nouvelle réalité. Ça a provoqué donc l'établissement d'un nouveau pilier à l'EPFL qui, à travers de beaucoup de nos activités, c'est le pilier dans la pensée computationnelle, qui comprend les calculations, les data, les informations, les algorithmes. En plus, ces formations sont soutenues depuis de longues années. Là, en 81, déjà, il y a la section de Computer Science qui était fondée. Après, il y a les MOOCs qui étaient établis en 2012. Il y a le Swiss Data Science Center que je vais mentionner tout à l'heure. Et encore le Center for Intelligent Systems qui était lancé en 2020, donc qui soutient l'éducation digitale à l'EPFL. Les rankings, tout le monde y regarde un peu, je vous montre juste un. Donc ça concerne les Computer Science et Information Science Systems que je considérais le plus pertinent pour notre webinaire cet après-midi. Donc vous voyez l'école polytechnique fédérale sur la place 8, juste après Cambridge, Oxford et Harvard University. Ce qui nous amène à une partie plus axée vers la recherche. Donc, à l'EPFL, nous avons 372 laboratoires, 37 centres et 21 instituts de recherche qui regroupent donc les chercheurs dans les sujets divers. Je tiens à souligner que depuis 2007, il y a 185 ERC Grants qui sont arrivés à travers d'un professeur à l'EPFL. Donc, les ERC Grants, c'est du Conseil de recherche européen, c'est des fonds, c'est fortement compétitif. Vous voyez donc l'école polytechnique fédérale ici à la 8e place, juste après Weizmann en Israël. En termes de publication, là aussi, donc, pour la période 2008-2018, on voit une forte augmentation des publications avec l'arc lémanique. Vous voyez des institutions différentes qui sont donc dans les régions de la Suisse. Donc, nous, on est dans l'arc lémanique avec l'Université de Lausanne, le CHUV, le CERN ou l'Organisation mondiale de la santé. Donc là aussi, on voit donc la contribution entre les parties différentes de la Suisse pour les publications et le nombre total. Ce qui est aussi regardé, bon, c'est les citations des chercheurs qui sont hébergés par les institutions. Et là, je tiens juste à mentionner que les professeurs à l'EPFL sont parmi les highly cited researchers dans le monde, donc les personnes qui sont les plus citées avec leurs publications. Je l'ai déjà mentionné, le Swiss Data Science Center, c'est une collaboration conjointe entre l'EPFL et l'État Zurich, entre l'académie et l'industrie, en partenariat avec Bühler et Peugeot Citroën, qui a pour but justement de rendre accessible donc, le savoir-faire aux universités en termes de data science, aux académiques, mais aussi à l'industrie pour les projets. Le centre de cybersécurité a été créé conjointement aussi entre l'EPFL et l'ETHZ, a pour but justement de promouvoir la recherche et d'assister pour les questions de sécurité dans l'espace cyber. Le centre de systèmes intelligents, d'où je viens, à l'EPFL, donc, regroupe 4 écoles de l'EPFL, l'ingénierie, l'environnement, et architecture, les sciences de base et computer sciences, pour le but de réunir les compétences cœur qui sont requises pour la construction de systèmes intelligents. Donc là, ça comprend l'intelligence artificielle, le computer vision, le machine learning, robotics. Donc c'est un centre qui regroupe toutes ces compétences cœur qui sont à travers des 4 facultés différentes au sein de l'EPFL. La mission, c'est d'avancer l'état de l'art dans le système intelligent, de promouvoir les collaborations d'un côté à l'EPFL à l'interne, mais aussi de promouvoir les collaborations ambitieuses avec l'industrie. Donc, on sert comme point de contact pour l'industrie. Donc, je me tiens volontiers à votre disposition si vous avez des questions qui vont plus loin que le cadre de cette présentation aujourd'hui.
les plans stratégiques, c'était mentionné au départ de la présentation. Donc, la Suisse définit des cadres stratégiques pour des périodes définies. Donc, je mentionne 3. Donc, il y a la Sustainability Energy, le système intelligent et la Health Science Technology pour la période de 21 à 24. Et je mets volontiers à disposition aussi ces diapos pour toute référence, étant donné que je n'ai qu'un quart d'heure pour l'intervention aujourd'hui. La partie qui pourrait peut-être intéresser le plus l'audience aujourd'hui, donc on parlait de la formation, après de la recherche, et là nous entrons donc dans le troisième mandat, qui est l'innovation ou la valorisation. Donc ici, à nouveau, les chiffres pour 2019, qui a vu donc, le lancement de 23 startups de l'EPFL, qui a vu 98 brevets soumis aux autorités et un levée de fonds de 285 000 francs suisses par les startups basées dans l'environnement de l'EPFL. Parlons de l'environnement, de l'écosystème de l'EPFL. Donc, depuis déjà 93, le siècle passé, l'EPFL a un parc d'innovation qui s'appelait d'abord Science Park, qui est après devenu l'EPFL Innovation Park in 14, et qui se réjouit d'un fort intérêt, donc qui est complet depuis plusieurs années, avec des locataires comme Logitech, Magic Leap, Firmenich, mais aussi PSA Group. Un petit témoignage dans un spin-off de l'EPFL de Logitech. Companies like Google have Stanford in the backyard. We have EPFL. Voilà, on est content de cette reconnaissance. Ce que je tiens aussi à montrer, c'est qu'il y a cette innovation il y a la valorisation qui est promue à travers des startups, mais aussi en collaboration avec des projets, avec l'industrie. Là, on voit donc l'investissement du capital risqueur dans les régions différentes de la Suisse, avec Lac Lémanique qui a, dans la période de 2013 à 2019, a atterri 2,4 milliards d'investissements, et dont 1,6 milliard qui allait directement à l'EPFL et le reste dans les instituts, dans autres instituts de Lac Lémanique. Donc, je vous ai montré donc, la formation, la recherche et la valorisation. Une partie clé de la valorisation, c'est aussi la préparation des étudiants, les doctorants, les postdocs, de réfléchir comment ces innovations peuvent être valorisées, comment on doit s'y prendre pour lancer un startup. Donc, il y a plusieurs programmes au soutien qui sont proposés. Le X-Grant, le Y-Grant, il y a le programme Enable ou encore un programme de soutien de salaire pendant 12 mois pour un chercheur à l'EPFL. Voilà, avec cela, je tiens à terminer ma présentation et je me tiens volontiers à votre disposition pour toute question pendant la session de questions-réponses tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kershking, pour cette très instructive présentation riche d'informations. Alors, les mots que nous retenons, c'est formation, recherche, valorisation, et puis en quoi aujourd'hui le monde académique est un atout incontournable lorsqu'on est une entreprise pour réussir son projet de développement en Suisse. Alors, justement, passons maintenant la parole à Monsieur Mathieu Hagen, PDG de Gamaya, afin de consulter maintenant le retour d'expérience d'une start-up. Gamaya, je le rappelle, est une spin-off de l'EPFL qui applique à l'imagerie satellite ses propres algorithmes développés pour des cultures ou des régions spécifiques afin d'aider les agriculteurs. Gamaya a été classé 7e dans le classement Top 100 Swiss Startup Award. C'est mon plaisir donc de laisser la parole à Monsieur Hagen qui nous rejoint par téléphone. Monsieur Hagen, la parole est à vous. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup de m'inviter. En effet, Gamaya est une spin-off de l'EPFL. Alors, je suis au téléphone, je m'en excuse, vous avez une jolie photo. Ce que je viens d'entendre concernant l'EPFL est très important. L'EPFL, pour nous, a été
notre plateforme de développement et de démarrage, puisque les premiers brevets sont des brevets de l'EPFL que nous utilisons. Et depuis maintenant 6 ans, Gamaya se développe sur cette base. L'EPFL reste pour nous un centre, en fait, et un cœur. Donc, c'est très rassurant pour nous d'être entourés, on va dire, d'experts de l'EPFL en permanence. Ça peut être des coachs de start-up. Ça peut être des investisseurs qui sont dans les alentours de l'EPFL, qui sont des gens fortunés ou qui gèrent des private equity, des choses comme ça. Ou ça peut être des professeurs. Et de ce point de vue-là, moi-même, j'ai fait l'EPFL, mais je suis franco-suisse. Les professeurs de l'EPFL ont pour moi une caractéristique, alors je ne connais pas d'autres universités de ce type-là, mais ils sont tous un peu entrepreneurs d'une certaine manière. Donc, ils vont de temps en temps nous contacter pour dire, voilà, nous avons de nouvelles technologies, nous avons utilisé de nouveaux modèles d'intelligence artificielle d'une certaine manière. Donc ça, c'est un aspect tout à fait intéressant. Donc, on utilise, par exemple, on est en train de développer une nouvelle technologie, si on veut, d'intelligence artificielle depuis 3 mois, qui est absolument récente. L'autre point pour nous névralgique, c'est l'attractivité. La Suisse est un pôle d'attractivité, même pour les jeunes, j'ai envie de dire. Les salaires sont relativement élevés, l'environnement est très sécure et c'est une université, un écosystème qui est très connu. Donc, nous avons la chance d'avoir beaucoup de internships, des stagiaires qui viennent de l'École des mines de Paris, par exemple, ou de partout dans le monde, mais aussi de l'EPFL, bien sûr. Le recrutement est assez facile, de gens de très haute qualité, et ça crée la différence. Aujourd'hui, nos compétiteurs sont plutôt au Brésil et en Inde, et aux États-Unis maintenant. Et la qualité de nos analytiques, on va dire, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, est telle que, en fait, on remporte les marchés. Donc ça, c'est important. Après, en Suisse, il y a cette particularité de l'apprentissage. Alors, c'est bizarre de parler de ça, mais dans notre métier à nous, on a aussi une partie hardware où on fait des caméras, des choses comme ça. Et l'apprentissage est une voie royale en Suisse que nous utilisons aussi beaucoup. Donc, nous avons beaucoup d'opportunités de jeunes de très grande qualité qui viennent et qui ont tous cette envie de travailler. La Suisse, pour moi, est aussi un environnement particulier dans le sens où le marché de l'emploi est très souple. Donc, on licencie facilement, mais ça veut dire qu'on retrouve du travail facilement. Ce qui fait qu'en 2-3 rebonds, chacun trouve sa place assez aisément, sans trop de stress. Donc, il y a une ambiance de travail qui est tout à fait positive. Alors, mon métier, moi, alors je suis le CEO de Gamaya depuis le début de l'année. Mon métier, c'est de gérer des transitions d'entreprise. Donc, je fais ça depuis 15 ans. Donc, j'ai eu l'occasion, effectivement, de vivre ça à travers de nombreuses entreprises. Alors, c'est plutôt de la gestion de croissance, qui sont des phases très difficiles pour certaines entreprises. Et dans ce cas-ci, par exemple, Gamaya, ça a été très rapide. En fait, en 9 mois, on a réussi à basculer une société technologique depuis 5 ans en une société qui est maintenant commerciale. Donc, en fait, le transfert de la technologie en commercial s'est fait très rapidement. Les gens sont très agiles et donc, on ouvre maintenant déjà, en l'espace de quelques mois, des marchés nouveaux un peu partout dans le monde. Donc, il y a le Brésil, l'Inde, j'en ai parlé, les États-Unis qu'on est en train d'ouvrir maintenant. Donc voilà, ça, d'ailleurs, vous avez vu des slides que j'ai présentés. Le deuxième slide présente le fait qu'on travaille avec pas seulement l'EPFL pour la recherche. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais quand on est connecté à l'EPFL a du matériel extraordinaire, j'ai envie de dire, mais d'un très très haut niveau. Alors, sans parler évidemment du tokamak dont nous n'avons pas besoin, mais de choses comme ça. Et donc, quand on est connecté aux professeurs et aux étudiants de l'EPFL, on a aussi accès à tout ce matériel d'une certaine manière. On a eu besoin à un moment donné d'un monochromateur, et bien on l'a eu en 1 semaine, en prêt, sans aucun problème, qui est un matériel plutôt rare en fait. Après, le THZ, donc Zurich, comme nous travaillons plutôt dans l'agronomie, c'est plutôt Zurich. Il n'y a aucun souci, c'est la même entité, on va dire, Zurich et Lausanne. Et donc, on est connecté à Zurich et on développe maintenant depuis 4 ans des programmes d'études avec des étudiants en master et des PhD de Zurich, principalement, qui nous ont mis eux-mêmes en contact avec d'autres programmes de recherche. Agroscope
le centre de recherche agronomique suisse. Et donc, on fait des programmes de recherche. Et comme ce sont des gens qui sont très orientés business, effectivement, on a des parutions scientifiques immédiatement que tout le monde a envie de créer avec un très haut niveau de qualité. On vient de l'entendre, les parutions scientifiques sont fortement citées, les professeurs aussi. Donc l'écosystème, d'une manière générale, est très enivrant, j'ai envie de dire, très actif. Je connais presque toutes les startups de l'EPFL qui sont liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle. Et on a beaucoup d'idées de travail en commun. Alors, on en a presque trop, donc évidemment, il faut sélectionner. Mais en tout cas, l'énergie est là. Un peu comme quand on part à New York ou dans Silicon Valley, on ressort avec une certaine dose d'énergie. Quand on vient en Suisse, dans ces écosystèmes, on ressent exactement le même coup de fouet. Donc ça, c'est très positif. Voilà, ce sont les aspects essentiels de ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. On verra au niveau des questions-réponses tout à l'heure, probablement. Merci beaucoup, monsieur Hagen, pour votre exposé tout à fait passionnant et enrichissant. Nous retenons des mots comme entrepreneuriat, attractivité, énergie, dynamisme, un écosystème florissant. À entendre votre expérience d'entrepreneur qui parle à d'autres entrepreneurs est tout à fait quelque chose de remarquable et merci encore pour vos propos. On aura de toute façon l'occasion à la fin d'un chat de questions-réponses posées et je vous invite, j'invite les internautes à ne pas hésiter à poser vos questions dans le webinaire dédié, dans le chat dédié. Maintenant, passons la parole à une autre facette de cet écosystème suisse de l'innovation autour de l'intelligence artificielle. Pourquoi une entreprise aurait intérêt à développer ses projets en Suisse? Pourquoi Microsoft a choisi de s'implanter en Suisse pour créer un laboratoire de réalité mixte et d'intelligence artificielle à Zurich en étroite collaboration avec l'ETHZ? Pour répondre à ces questions, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir M. Marc Podefeis, qui a une double casquette, qui est à la fois professeur à l'ETHZ et qui est directeur du laboratoire de réalité mixte et d'intelligence artificielle de Microsoft à Zurich, à qui je laisse la parole. Merci. Merci de m'avoir invité. Attendez, je mets tout en place ici. Oups, voilà. Donc, en effet, on a démarré le labo il y a à peu près 2 ans, 2 ans et quelque chose. On a donc le labo, au fait. D'abord, je voulais confirmer que la plupart des choses qui ont été dites à propos de l'EPFL sont aussi valables pour l'EPFZ. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de startups. Il y a énormément de potentiel, il y a énormément de… Les 2 universités ont des très bons moyens de base, ce qui nous permet de vraiment explorer au niveau de la recherche, d'avoir beaucoup de liberté au niveau d'établir les programmes de recherche, mais en même temps, pas aller dans sa tour d'ivoire, mais vraiment avec l'idée d'aller chercher les problèmes qui ont en effet du potentiel, donc au-delà de la recherche fondamentale, aussi du potentiel d'application. Et tout ça, c'est fort encouragé et donc et aussi donc il y a beaucoup d'innovation et beaucoup d'entrepreneuriat et tout ça autour de l'EPFL et des PFZ. Aussi en effet beaucoup de talent, aussi bien le talent local qui donc souvent en effet se concentre sur les PFL et les PFZ au niveau des ingénieurs de la recherche poussée. Mais au-delà de ça, au fait aussi au niveau du master, au niveau des doctorats, des post-doctorants, etc. À chaque niveau, au fait, il y a énormément de talent qui rentre, qui vient rejoindre l'écosystème. Au niveau des startups aussi, etc. Et donc, au fait, ça veut dire qu'on a un environnement avec énormément de talent où il y a moyen de faire énormément de choses. Donc maintenant, peut-être un petit peu au niveau du labo ou au niveau de comment ça a commencé. En 2016, en fait en 2015, j'avais été contacté par Microsoft parce qu'ils avaient vraiment besoin d'expertise poussée dans un domaine pour aider à développer la seconde version de HoloLens.
dont je dirai plus dans quelques instants. Et donc, j'ai reçu, là aussi, c'est la flexibilité des universités en Suisse. Ils m'ont permis de partir pendant 2 ans, de partir de l'EPFZ, de pouvoir aller travailler pendant 2 ans à Microsoft. J'avais toujours dit à Microsoft que j'étais intéressé pour venir pour 2 ans, mais qu'après, je voulais revenir à Zurich. Au départ, l'idée était simplement de revenir et de reprendre à 100% mon poste de professeur. Donc, mon labo aussi, j'ai eu la flexibilité de pouvoir continuer à gérer le labo et à continuer le labo en plaçant des jeunes très prometteurs qui allaient devenir professeurs ou étaient au point de devenir professeurs, qui ont pu reprendre le groupe pendant que je n'étais pas là et donc permettre au groupe au fait d'avoir une bonne transition pendant que j'étais parti pendant 2 ans et que j'avais peu de temps à dédier à mon labo. Donc tout ça, ça illustre la flexibilité du système en Suisse. Donc pendant 2 ans, j'ai été aux États-Unis. J'ai travaillé à Redmond avec en fait, la personne qu'on voit ici aussi sur la photo à côté de moi dans la photo de groupe. Alex Kipman, qui est au fait la personne qui a démarré tout le projet HoloLens, tous les projets de réalité mixte à Microsoft. Donc, j'ai travaillé directement avec lui, j'ai une équipe. Ma spécialisation, c'est la vision artificielle, donc Computer Vision, qui est un des éléments clés pour HoloLens. Il m'avait attiré pour ça, pour travailler avec toute une équipe qui était là pour vraiment délivrer certains des applications clés ou surtout des algorithmes clés à l'intérieur de HoloLens pour permettre l'expérience de réalité mixte. Mais clairement, très vite, il était clair que après que 2 ans ne suffisaient pas à vraiment réaliser tous les projets et toutes les idées qui venaient pour vraiment réaliser la vision au niveau de la réalité mixte et des projets de l'impact que pouvait avoir le computer vision pour ce genre de projet. Et donc, très vite, l'idée est venue d'explorer la possibilité de démarrer un labo à Zurich. Et donc, au fait, quand je suis revenu à Zurich, on avait déjà mis sur pied, engagé plusieurs personnes et on était prêt à démarrer le labo au moment où, dès que je revenais en Suisse, de continuer. Et du coup, là aussi, la flexibilité de l'EPFZ, de me permettre de faire ce double rôle, donc de revenir seulement à mi-temps à l'EPFZ et de travailler à mi-temps à Microsoft, et d'être flexible au niveau de pouvoir faire des collaborations. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir des règles en place, de pouvoir de pas privilégier une entreprise par rapport à d'autres, etc. Donc, chaque collaboration, donc tout ce que je fais à l'EPFZ, ça appartient à l'EPFZ. Tout ce que je fais à Microsoft appartient à Microsoft. Et puis, pour toutes les collaborations, il y a des contrats en place pour chaque collaboration qui se passe entre les deux. Et donc, parmi tout ça, ça nous permet d'être flexible, mais tout en suivant toutes les règles, et donc d'avoir des possibilités de vraiment développer des collaborations intéressantes des deux côtés, de vraiment créer un win-win. Et donc, tout ça, c'est en grande partie grâce à une certaine flexibilité du système. J'ai des collègues en France, par exemple, qui ont essayé de faire des choses similaires et qui ont eu énormément de problèmes. Entre l'INRIA et certaines entreprises, c'est très, très difficile de réaliser ce genre de configuration. Donc ça, c'est une des choses, quand on voit que ça a du sens, en Suisse, on arrive à développer et à être pragmatique et à trouver des solutions qui permettent de réaliser des choses qui ont du sens. Donc, le labo ici a démarré à peu près il y a 2 ans. Pour l'instant, on a une quinzaine de PhD, donc de gens qui sont des postdocs, donc qui ont des doctorats, qui sont donc vraiment des chercheurs, mais combinaison chercheurs-ingénieurs, spécialisation en computer vision, en machine learning et AI, intelligence artificielle, aussi en robotique. Ce qui est intéressant, c'est le labo est une combinaison on travaille sur les produits. Je montrerai quelques exemples dans quelques secondes. On travaille aussi bien sur les produits qu'aussi faire de la recherche. Et donc, les aspects recherche, on les fait souvent aussi en collaboration avec l'ETH, avec des projets spécifiques qu'on met en place, des doctorants à l'EPFZ qui sont financés par Microsoft. Puis aussi des opportunités pour des thèses de master, des thèses de bachelor, des internships, etc., etc. Aussi bien du talent local qu'aussi du talent qui vient, par exemple, de France ou d'autres endroits, qui viennent faire des thèses avec nous.
ou qui viennent faire des internships avec nous. Donc, on fait beaucoup de possibilités. Aussi ici, à droite, on voit au fait, au moment où on a démarré le labo, en 2018, Satya Nadella, donc le CEO de Microsoft, était de passage à Zurich. Et donc, on a eu à l'EPFZ une présentation, on a une discussion entre le président de l'EPFZ, Lino Guzzella à ce moment-là, Satya Nadella, et puis je les ai rejoints pour parler un petit peu du labo à un certain moment. Donc, pour vous dire un petit peu plus sur le genre de projet sur lesquels on travaille, donc on travaille principalement sur le projet sur HoloLens 2, donc la réalité mixte. Donc ici, vous voyez un peu l'illustration de ce que c'est. Ce sont des lunettes de réalité mixte qu'on peut mettre sur la tête. Ça permet sur l'écran qui est transparent, donc de toujours voir ce qui se passe dans le monde, mais de rajouter des couches d'informations au-dessus de ça, et donc des couches qui permettent de résoudre, d'être mieux équipées pour résoudre des tâches compliquées, qui peuvent être des tâches de création, de planning, mais aussi de la chirurgie, comme vous là, ou la réparation de machines, etc. Ça a beaucoup d'utilité dans plein de domaines différents. Pour vous montrer un petit peu pourquoi c'est important d'avoir de l'intelligence artificielle et de la vision à bord, c'est au fait pour permettre l'expérience, pour pouvoir afficher des éléments virtuels dans le monde qui sont attachés au monde, pas attachés aux lunettes. Donc, si on fait simplement on fait du rendu sur l'écran, si je fais un rendu simplement ici sur l'écran du HoloLens, si je bouge ma tête, c'est comme si les objets vont bouger naturellement avec le mouvement de ma tête. Par contre, si on veut que les objets restent fixes dans le monde, il faut pouvoir compenser le mouvement de la tête en changeant le rendu inversement, en fait, pour que l'objet paraisse statique dans le monde. Pour pouvoir faire ça, il faut à chaque moment savoir exactement, au moment où l'image va apparaître sur l'écran, il faut savoir exactement où se trouvent les lunettes de réalité augmentée pour pouvoir mettre exactement l'image qu'il faut pour donner l'impression d'avoir un objet statique dans le monde. Donc pour ça, il faut pouvoir tout le temps calculer exactement quel est le mouvement de la tête et donc des lunettes dans l'espace. En plus de ça, pour faire la communication naturelle avec le HoloLens, on a le tracking des mains. Donc, si on bouge avec ses mains, on peut interagir de façon naturelle avec les éléments virtuels qu'on a rajoutés au monde. On arrive aussi à suivre les yeux. On arrive à reconstruire l'environnement autour pour pouvoir placer les objets virtuels quelque part en relation avec les objets qui sont déjà dans la scène, pour pouvoir avoir des occultations entre les objets réels et virtuels. On a aussi, au niveau de quand on met les lunettes, on ne va pas seulement vers le suivi des yeux, du regard, pouvoir savoir où la personne regarde, mais aussi, surtout, reconnaître si c'est bien la personne qui a droit à accéder aux informations, donc la reconnaissance de l'iris, et aussi simplement la calibration de l'écran, parce que les gens ont des yeux à des distances différentes, et donc si quelqu'un a des yeux ce qui s'appelle interpupillary distance, donc la distance entre les pupilles, ça peut être pour certaines personnes 55 mm, pour d'autres personnes 75 mm. Et donc, cette distance est très importante parce que sinon, tout apparaît à la mauvaise échelle dans le monde. Si on met un élément virtuel et on a la mauvaise calibration, tout aura l'air systématiquement trop grand ou trop petit. Donc, toutes ces choses-là sont en fait calculées tout en temps réel, tout en parallèle, se calcule tout le temps, donc le HoloLens, si on l'utilise pendant 2 heures, tous ces algos de vision vont tout le temps devoir fonctionner. Et donc pour ça, on a plein de senseurs à bord du HoloLens, et on a aussi un chip spécial, un ASIC, qui est dédié à faire avec donc très peu d'énergie, pouvoir faire tous ces calculs en temps réel tout le temps. Donc ça, c'est à l'intérieur de HoloLens, et ça, c'est pourquoi la vision est donc un élément critique. La plus grande partie de ce chip, au fait, est dédiée à faire des algos de vision. Donc, c'est critique pour le HoloLens. Si on regarde spécifiquement ce que notre labo à Zurich, ce sur quoi notre labo se focalise, on a un des produits, c'est Azure Spatial Anchors. C'est un service qui permet de pas seulement avoir, si on a un HoloLens et on place un élément dans la scène, on peut le garder au bon endroit, et si on revient plus tard, le HoloLens va permettre de récupérer l'objet au même endroit. Par contre, si on a, comme illustré ici dans l'image, si on a plusieurs personnes
qui veulent partager une expérience de réalité mixte avec des HoloLens ou aussi avec des tablettes ou d'autres éléments, mais aussi avec plusieurs HoloLens. Toutes les différentes lunettes ou toutes les différentes devices doivent pouvoir savoir où elles se trouvent l'une par rapport à l'autre. Donc, pouvoir partager des systèmes de coordonnées, pour pouvoir partager des expériences de réalité mixte, il faut que toutes ces lunettes puissent se localiser ou se relocaliser l'une par rapport à l'autre, et aussi puissent récupérer des systèmes de coordonnées que d'autres personnes ont placés auparavant. Et donc, c'est ça ce service de Azure Spatial Anchors. Et donc, c'est quelque chose qu'on utilise aussi bien pour partager et pour pouvoir placer des éléments qu'on peut retrouver plus tard dans la scène. Et donc, ce qui permet vraiment d'avoir l'utilité et sur le temps pouvoir placer de l'information sur la scène et de pouvoir récupérer plus tard. On utilise ça aussi pour la robotique. Et donc, beaucoup des algorithmes au cœur de ce service sont développés dans mon équipe à Zurich, dans le labo à Zurich. Au-delà de vraiment travailler sur le produit, on travaille aussi vraiment, et là c'est en collaboration avec les PFZ, on travaille aussi à de la recherche fondamentale dans ce domaine-là. Souvent aussi inspiré par les problèmes qu'on rencontre au niveau des produits et au niveau de questions qu'on se pose en travaillant sur le produit, mais des questions qui sont souvent de la recherche à plus long terme. Et donc là, naturellement, on pivote vers des collaborations et la recherche avec les PFZ. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est, par exemple, pour pouvoir relocaliser quelque chose, au fait, ce qui se passe, c'est toutes ces lunettes sont, juste pour fonctionner, vont créer un modèle 3D, donc le 3D Point Cloud, vont créer ce modèle 3D pour pouvoir se relocaliser de façon relative par rapport à ce modèle 3D. Mais le problème, c'est que ce modèle 3D, au fait, ne préserve pas tout à fait le privacy des gens. On peut reconnaître certains éléments dans cette scène. Ici, on voit que c'est la chambre de quelqu'un. Et donc, ce n'est pas nécessairement d'après l'application. Si on voudrait permettre à une paire de lunettes de télécharger le modèle que quelqu'un d'autre a créé, il peut y avoir des problèmes au niveau du privacy. Et donc ici, ce que nous, on a fait au niveau de la recherche, c'est de développer une représentation, celle qu'on voit sur la droite, c'est juste une combinaison de lignes dans tous les sens, qui nous permet de toujours calculer la position relative ou la position plutôt absolue par rapport à cette représentation, donc qui permet de faire ce qu'on voulait faire avec le service, mais sans avoir des problèmes de révéler des informations qu'on ne veut pas révéler. Donc ça, c'est un des éléments de recherche. Ici, un autre élément, c'est par exemple, les lunettes de réalité virtuelle sont particulièrement utiles pour donner pour en fait avoir des tutoriels pour expliquer aux gens comment faire certaines opérations de maintenance, par exemple, ou d'entretien plutôt. Donc, comme vous voyez illustré ici sur l'image de gauche. Mais par contre, les lunettes, pour l'instant, la seule chose qu'elles font, c'est qu'elles vont expliquer pas à pas comment faire une certaine procédure. Mais les lunettes même, au fait, pour l'instant, ne comprennent pas ou n'arrivent pas à suivre ce que fait la personne. Et donc, ils vont expliquer pas à pas comment faire une certaine procédure, mais si la personne se trompe, ou si elle ne fait pas si elle ne fait pas la bonne chose ou la bonne action, pour l'instant, HoloLens ne s'en rend pas compte. Donc, pour ça, on fait de la recherche au niveau de la reconnaissance des activités. Ce qu'on voit ici, c'est dans la petite vidéo, on voit une vidéo à l'entrée, une vidéo couleur à l'entrée, et de cette vidéo, on peut extraire la position 3D de l'objet manipulé, la position de la main et l'action en cours et aussi l'objet, quel objet on est en train de manipuler. Et donc, à droite, ce qu'on voit à droite dans la vidéo, c'est l'interprétation en 3D de ce qu'on arrive à extraire de la vidéo. Et donc là, c'est quelque chose qui permet de boucler la boucle pour le HoloLens qui peut expliquer comment faire une certaine procédure d'entretien, par exemple, mais de pouvoir vérifier aussi que la personne suit correctement les instructions qu'elle reçoit. Donc ça, c'est juste quelques-uns des projets sur lesquels on travaille dans le labo. Donc maintenant, pour conclure, pourquoi la Suisse, pourquoi Zurich? J'ai remarqué de façon assez intéressante que mon collègue de l'EPFL avait très bien choisi ses rankings qu'il nous présentait. Donc, de toute façon, les deux universités sont très, très fortes
dans la plupart des domaines. Comme universités techniques sont parmi les meilleures du monde. Dans la plupart des rankings, on va quand même trouver le TH comme étant la meilleure université dans l'Europe continentale, parmi les meilleures du monde. Aussi en computer science, donc pour le top university ranking, on est juste derrière les PFL cette année-ci. Dans les autres rankings, on est quand même loin devant, donc en moyenne, on est quand même, les PFZ est quand même vraiment vu comme un des meilleurs départements d'informatique au monde, de façon consistante par tous les rankings qui existent. Donc l'informatique est très très forte, mais aussi en particulier, par exemple, la computer vision, c'est un des meilleurs labos, enfin un des meilleurs endroits au monde avec plusieurs labos, 3, 4, 5 labos qui font de la vision artificielle, ce qui rend Zurich comme vraiment des écosystèmes au niveau académique les plus forts au niveau de la vision, aussi au niveau de la robotique, du machine learning. On vient de démarrer un centre de recherche pour l'intelligence artificielle qui regroupe déjà beaucoup de professeurs qui sont déjà actifs dans le domaine. Donc, il y a un énorme écosystème et donc tout ça est maintenant regroupé dans un centre de recherche sur l'intelligence artificielle, avec aussi des projets d'innovation là et qui permettent de plus facilement aussi collaborer avec des entreprises. Et puis, un très fort écosystème de start-up, aussi à Zurich, comme à l'EPFL. La possibilité aussi, donc cet entrepreneuriat, cette innovation, InnoSuisse, par exemple, qui permet de très facilement mettre sur pied des collaborations de transfert de technologie et d'innovation entre les PFZ et les entreprises, des possibilités d'avoir des internes, avoir des étudiants qui font des projets, des thèses de master, etc. Ce qui permet vraiment d'explorer beaucoup des projets à différents niveaux. Un écosystème au niveau de la technologie qui est assez incroyable. Donc, au fait, un des arguments pour moi de ramener un labo Microsoft à Zurich était le fait que même dans mon domaine très spécifique, qui est la vision par ordinateur, appliquée à la réalité mixte, il y avait déjà une forte présence de Google, Facebook, Apple, Magic Leap et PTC, qui est plus côté industriel, la réalité augmentée du côté industriel. Donc, toutes ces entreprises avaient déjà des labos de recherche spécialisés dans la vision pour la réalité mixte à Zurich. Et donc, du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'on veut rentrer en concurrence avec tous ces autres acteurs? Et au fait, la réponse est oui. Parce que le fait qu'il y ait un si fort écosystème fait que les gens, aussi bien pour retenir le talent à Zurich que pour attirer du talent extérieur, c'est très facile parce que les gens se sentent à l'aise de déménager à Zurich, qui est bien sûr une ville très attractive, comme beaucoup d'autres villes de Suisse, avec des hauts salaires, comme on a dit, etc., sans que les coûts ne soient nécessairement trop par rapport aux pays environnants. Aussi la flexibilité, comme on a entendu, au niveau de l'emploi, etc. Et donc, au fait, les gens se sentent à l'aise de parier sur Zurich, de venir à Zurich, parce qu'ils savent que même si dans une entreprise, il y a à un certain moment dans leur carrière, ils pourraient être saturés au niveau des opportunités de carrière, il y a plein d'autres opportunités, plein d'autres débouchés pour continuer leur carrière et pour passer à un autre projet, si le projet qui les intéresse dans une entreprise se termine ou ne continue pas. Donc, au fait, l'écosystème est quelque chose qui se renforce tout le temps, à part donc, ces entreprises spécifiques actives en réalité mixte. D'ailleurs, ce n'est même pas exhaustif, il y a encore d'autres startups et d'autres qui travaillent dans ce domaine. Il y a aussi IBM, Nvidia, Disney, Hexagon, etc. Plein d'entreprises qui ont des labos de recherche sur Zurich avec énormément d'investissement au niveau recherche. Et donc ça permet aussi bien avec les PFZ d'avoir un très fort source de talent local. Au fait, local et moins local, puisque, comme je disais avant, c'est du talent qui rentre à tous les niveaux, qui rentre au niveau des étudiants en bachelor, mais aussi en master, en doctorat, etc. Et puis souvent choisissent de rester. À peu près 70% des étudiants en master qui viennent sur Zurich à l'EPFZ restent après et sont employés après, donc continuent à travailler après à Zurich. Donc ça nous permet d'attirer énormément de talents sur Zurich. À peu près la moitié du programme de master vient de l'extérieur, des étudiants qui viennent de l'extérieur.
Et donc, tout ça en combinaison avec un positionnement au centre de l'Europe, avec très bonne qualité de vie, aussi un environnement très, très divers. Donc, Zurich est une ville alémanique, mais où la moitié de mes étudiants, en fait, ne connaissent pas l'allemand. Moi-même, en fait, mon allemand est assez limité. Tout ça à Zurich, c'est très facile de vivre de façon très à l'aise, sans nécessairement devoir connaître la langue locale. Bien sûr, à terme, on veut l'apprendre, mais c'est quelque chose où certainement, il y a moyen de se sentir tout à fait à l'aise sans nécessairement être parfait en allemand. Donc, énormément d'atouts, la combinaison de l'écosystème avec les PFZ, avec une ville très attractive et un environnement très attractif, c'est de toute façon une combinaison gagnante pour beaucoup d'entreprises. Voilà, donc ça c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire et je serai heureux de vous répondre à vos questions plus tard. Merci infiniment, Monsieur Pollefeijs, pour ces propos-là où nous voyons en quoi l'innovation a été pensée et développée en Suisse. C'est tout à fait passionnant. Aussi, comme vous le rappelez très justement, avec notamment les propos de Monsieur Hagen de la spin-off de l'EPFL Innovation Park, qui aujourd'hui, cette entreprise a été créée à l'EPFL, mais aujourd'hui, il collabore avec l'ETHZ. Donc, on se rend compte bien que sur l'ensemble de la Confédération suisse, le monde académique, les grandes écoles polytechniques fédérales sont là pour être en allié et en atout pour le développement des projets. Et aussi, vous le rappelez aussi très, très justement, hein, la présence notamment de grands groupes, de grandes multinationales qui sont implantés en Suisse. Il faut savoir notamment que Google, le plus grand centre de recherche et développement de Google en dehors des États-Unis, est basé en Suisse. Donc, sans plus attendre, passons maintenant la parole à Monsieur Romain Durier, directeur de la CCI France-Suisse, qui va nous parler du cadre des affaires en Suisse. Monsieur Romain Durier, la parole est à vous. Merci beaucoup, Michael. Bonjour à tous et merci aux intervenants précédents. Alors, vous verrez dans ma présentation qui est assez courte, il y aura passablement de redites ou en tout cas de confirmation de ce qui vous a été dit par les précédents intervenants. Alors, peut-être si on passe sur la première slide pour planter un petit peu le décor. Quelques éléments macro sur la Suisse. Il faut savoir que c'est un des PIB par habitant parmi les plus élevés du monde et sans doute le plus élevé au monde si on prend les pays qui ont une économie dite normale, c'est-à-dire où il n'y a pas une concentration des activités qui serait uniquement sur la finance, comme ça peut être le cas au Luxembourg, ou uniquement sur des activités d'extraction de minerais ou d'énergie, comme ça peut être le cas au Moyen-Orient. Et donc, on a un des PIB ici en Suisse qui est les plus élevés au monde et c'est environ 52% supérieur au PIB français par habitant. Donc, un cadre global qui est plutôt porteur. Avec un niveau de vie qui est aussi assez élevé. Une durée du travail qui est supérieure de 18% par rapport à ce que vous pouvez connaître en France. Il faut savoir que le temps de travail normal ici en Suisse, c'est 40 heures. Dans l'industrie, c'est plutôt 42 et ça peut aller jusqu'à 45 heures dans certains secteurs d'activité. Et puis, pour les congés payés, ce qui est prévu dans le Code des obligations, c'est 4 semaines de congés payés par année. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à 5 semaines, mais typiquement, on a demandé il y a quelques années aux Suisses de voter pour savoir s'ils souhaitaient avoir 2 semaines de congés payés supplémentaires. Et c'est une initiative qui a été rejetée à près de 80% par la population suisse. Donc, ça vous donne aussi une idée un petit peu de l'état d'esprit dans lequel on est ici en Suisse par rapport au monde du travail et puis par rapport à l'économie d'une manière plus générale. Alors, je le disais, une économie qui est relativement bien répartie, une forte valeur ajoutée qui est générée par l'industrie et le secteur financier. Alors, le secteur financier, c'est assez connu quand on le voit depuis la France. On pense au pays des banques et des assurances. C'est à peu près 18% du PIB.
mais on ne voit pas forcément l'industrie suisse qui est constituée de beaucoup de PME qui sont leaders dans leur domaine. Et l'industrie suisse, elle contribue tout de même à hauteur de 23% au PIB ici en Suisse. Alors 23%, pour donner une petite comparaison, en France, on est environ à 12% et en Allemagne, on est à 19%. Donc vous voyez que c'est une part qui est relativement importante et encore une fois constituée. Alors il y a des grands groupes, hein, notamment dans la pharma, des Roche, des Novartis, dans l'agroalimentaire, des Nestlé, mais c'est surtout et principalement constitué par des PME qui sont leaders dans leur secteur et qui exportent souvent les quasi 100% de ce qui est produit ici en Suisse. Une place économique attractive, je crois que les précédents intervenants l'ont démontré. Il faut savoir que les investissements directs étrangers ici en Suisse représentent 165% du PIB, ce qui est tout à fait considérable. Et parmi les premiers investisseurs, on retrouve la France qui se place en 3e position. Madame Providoli l'a souligné tout à l'heure, 1500 entreprises françaises qui ont des filiales implantées ici en Suisse. Alors peut-être quelques mots sur le contexte vraiment actuel, hein, ce qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie. On a une prévision de recul du PIB pour 2021 qui se situe à 3,8%, ce qui est relativement contenu. On voit que la Suisse montre une bonne capacité de résilience. À titre de comparaison, l'Allemagne a annoncé ce matin qu'il prévoyait 5,1% de recul du PIB. Donc, vous voyez, la Suisse fait un peu mieux que l'Allemagne, qui est quand même parmi les meilleurs élèves, les meilleurs élèves en Europe. Un taux de chômage en 2020 qui va rester relativement contenu à 3,2%. Donc, ça, c'est les prévisions du secrétariat d'État à l'économie, donc qui est un groupe d'experts qui sont en général pas vraiment des grands optimistes. Donc, les prévisions ne sont pas des prévisions idéalistes, mais correspondent assez bien à la réalité qui est attendue. Et puis, un rebond de la croissance qui est attendu en 2020 à 3,8%. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'incertitudes sur 2020, mais on espère quand même un effet rattrapage assez rapide à partir du printemps. Voilà un petit peu pour le cadre global qui tire finalement aussi les facteurs de compétitivité qu'on va voir sur la slide suivante, si on peut avancer. Voilà. Des fondamentaux économiques qui sont bons. Un taux d'endettement qui est l'un des plus bas en Europe. Alors avant crise Covid, on était à 28% de dette sur le PIB. Là, on va passer vraisemblablement autour des 33-34%, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres pays et des pays voisins. Je pense à l'Italie ou la France notamment. Une inflation qui est tout à fait contenue. On a même plutôt un phénomène de déflation avec une contraction des prix dans certains domaines d'activité, notamment dans la distribution de produits alimentaires. Une croissance qui a été stable, même si elle n'a pas été extraordinaire, mais qui a été stable entre 1,5 et 2,5% ces 10 dernières années. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et puis une maîtrise relative de la politique monétaire, en sachant qu'il y a une pression sur le franc suisse qui reste une valeur refuge importante. Et donc, on a connu une appréciation depuis une dizaine d'années du franc suisse tout à fait importante. Si on remonte à la fin des années 2000, donc 2008, 2009, le franc suisse, avec 1 euro, on avait quasiment un franc suisse 60. Et puis, on est passé quasiment à la parité. Et maintenant, on navigue entre 1 euro pour un franc 0,5, 1 euro pour un franc 10. Et donc, vous le comprenez, pour une économie qui est très liée à l'exportation, c'est un facteur qui peut être pénalisant. Mais là encore, la Suisse a su démontrer de la résilience. Les réseaux universitaires et les centres de recherche, je ne vais pas m'appesantir dessus, beaucoup a déjà été dit. Une économie qui est relativement libérale, c'est-à-dire qu'on a une liberté d'entreprendre qui est assez forte. La création d'entreprises est très facile. On peut s'installer très facilement ici en Suisse pour y développer une activité. Et puis, il y a une structure de coûts pour les entreprises, que ce soit dans les charges patronales, les charges salariales, qui est relativement faible. Et à noter peut-être la réforme de la fiscalité des entreprises qui a été mise en application au 1er janvier 2020 et qui a eu pour effet d'obtenir une baisse globale dans tous les cantons de la fiscalité des entreprises. Aujourd'hui,
on a une fiscalité sur les entreprises, donc une imposition sur les bénéfices qui se situe entre 12 et 16% en taux effectif, quel que soit le canton dans lequel vous vous trouvez. Il faut savoir qu'il y a 3 taux d'imposition. La confédération, donc là c'est un taux incompressible, le niveau cantonal qui est la part la plus importante et qui est un petit peu la variable d'ajustement pour les cantons dans leur politique de promotion économique, et puis la part communale. Donc c'est quand même un élément auquel il faut faire attention lorsque vous implantez ici en Suisse et sur lequel il faut avoir un regard. Souplesse du droit du travail, ça a été dit, on embauche facilement, on débauche facilement. En réalité, on ne débauche pas si facilement que ça parce que vous le voyez, 3,2% de chômage. Lorsque vous avez des talents dans l'entreprise, le grand challenge, ce n'est pas de les remplacer, mais c'est plutôt de les conserver parce qu'il y a une difficulté véritablement à recruter des talents sur ce marché. Et donc, les entreprises mettent tout en œuvre pour retenir leurs talents. Des productions à haute valeur ajoutée, et ça passe beaucoup par l'innovation, ça a été dit aussi par les autres intervenants. Je l'ai dit, hein, la Suisse, elle gagne plus d'un franc sur 2 à l'export, donc on a beaucoup d'innovation ici en Suisse. On apporte beaucoup d'ensembles, de sous-ensembles depuis l'étranger, on fait de l'assemblage et puis on réexporte des produits à forte valeur ajoutée, des produits fortement innovants qui sont manufacturés, développés et manufacturés ici en Suisse. Une main-d'œuvre fortement qualifiée. Alors, on a parlé beaucoup des écoles polytechniques à Zurich et à Lausanne, et c'est un peu les étendards pour la Suisse en termes de qualification. Mais il faut savoir qu'en Suisse, on a à peu près 2 tiers d'une classe d'âge qui part en formation duale, donc en apprentissage. Donc, 2 jeunes sur 3 qui font un apprentissage, donc qui à partir de 14, 15, 16 ans apprennent déjà un métier et sont déjà en entreprise. Et on arrive avec une population où on a un taux d'employabilité qui est très fort parce que les jeunes de 18, 19 ans sont formés et ceux qui veulent continuer dans des études plus longues, dans les hautes écoles ou dans les écoles polytechniques, ont la possibilité de le faire grâce à des systèmes de passerelles. Donc, on a un taux d'emploi ici en Suisse qui dépasse les 80%, c'est-à-dire que vous avez une population dans laquelle 80% des gens de la population présente en Suisse travaillent. Et donc, ça, c'est aussi un élément important dans le financement, finalement, des ressources d'un pays. Puis, l'importance du commerce extérieur, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Je vous propose de passer au focus sur l'innovation. Les dépenses de recherche et développement en Suisse, c'est environ 3,4% du PIB. Donc, c'est un taux qui est très important comparativement à ce que font les pays d'économie équivalente, pardon. Et fait important, c'est financé à plus de 70% par les entreprises privées, principalement en recherche appliquée. En termes de ressources humaines, ça représente 60 000 personnes qui sont impliquées dans les activités de R&D ici en Suisse, dont près de 40% d'étrangers. C'est-à-dire que la Suisse a très largement recours aux talents étrangers pour venir renforcer ses activités de R&D, que ce soit dans les entreprises ou bien que ce soit dans les centres de recherche financés en partie par les pouvoirs publics, que ce soit les cantons ou la Confédération, ou encore dans les universités et les hautes écoles. Si vous regardez au niveau global du pays, on a à peu près 28% d'étrangers dans le pays. Donc, vous voyez que c'est un pays qui est très ouvert. Il y a beaucoup d'étrangers qui y habitent. Et si on va regarder les grandes métropoles que sont Zurich et dans une moindre mesure Genève, on a à Genève plus de 50% d'étrangers et à Zurich, je crois qu'on est à 48%. Donc, vous voyez qu'on a des économies qui sont très ouvertes de ce point de vue-là. On a également en place un dispositif efficace de transfert de savoir-faire de la recherche vers l'économie privée. Ça a été aussi évoqué par les intervenants précédents. Hein. Finalement, le savoir-faire, l'innovation qui est développé dans les hautes écoles, dans les écoles polytechniques, il n'a pas vocation à y rester, mais il a bien vocation à être transféré dans les entreprises. Et puis, on a une approche qui est très bottom-up entre les entreprises et les écoles, avec un soutien efficace. Et je dis efficace parce qu'il est peu coûteux, de la Confédération et des cantons. Donc, il est peu coûteux, mais il donne beaucoup de résultats. Et puis finalement, un point important, surtout dans cette période où les relations entre la Suisse et l'Union européenne sont en train d'être rediscutées et le débat est assez âpre, il y a une participation assez forte au programme cadre de recherche de l'Union européenne qui finance quand même une part non négligeable de l'innovation ici en Suisse, parce que naturellement, quand on participe à ces programmes cadres, il y a des effets bénéfiques sur beaucoup de pans de l'économie. Voilà, quelques éléments sur les mesures de soutien qui ne sont pas très différentes de ce que vous pouvez connaître en France. On a à peu près les mêmes dispositifs.
Le wording change un peu, mais on a effectivement un volant de prêts garantis par l'État à hauteur de 40 milliards de francs suisses qui pourrait être encore un petit peu augmenté, ça au niveau fédéral. On a un dispositif de réduction de l'horaire de travail qui est en fait un dispositif de chômage partiel, hein, si on veut bien. Et à ce jour, il y a plus de 20 milliards de francs suisses qui ont été injectés dans ce dispositif pour permettre aux entreprises de conserver le personnel et de passer la crise. Il y a une allocation spécifique de perte de gain pour les indépendants. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un statut d'indépendant et qui n'ont pas le droit à la réduction de l'horaire de travail. Et donc là aussi, il y a des fonds importants qui ont été débloqués. Et puis, il y a des mesures de politique monétaire qui visent à maintenir le cours du franc suisse pour pas qu'on ait une appréciation trop forte, encore une fois, et que l'activité export soit pénalisée. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur l'environnement ici des affaires en Suisse. En 5 minutes, c'est relativement court, mais bon, je crois que ça vous donne quand même quelques highlights qui sont intéressants. Et puis pour aller plus loin, peut-être quelques liens sur la slide suivante. Le site Implantation en Suisse qui vous donne beaucoup de ressources sur tout ce qui est lié à un projet d'implantation en Suisse. Un webinaire qu'on organise le 26 novembre prochain sur niveau de vie et performance économique en Suisse, quels sont les déterminants, et on aura la chance d'avoir Monsieur Christian Janella, qui est le chef du service économique de l'ambassade de France en Suisse, qui a mené une étude approfondie avec son service sur ce sujet. Et vous verrez qu'il est tout à fait intéressant de se dire, oui, finalement, il y a un niveau de vie qui est élevé en Suisse et c'est pour ça que les prix sont chers. Mais en fait, si on va chercher un petit peu plus loin, il y a des raisons qui sont un petit peu plus profondes et le service économique de l'ambassade s'est penché sur ces raisons. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un webinaire aussi qui est gratuit. Et puis, le e-forum sur l'implantation en Suisse, on devait avoir un forum présentiel le 18 novembre, donc la semaine prochaine, pour les raisons que vous savez, qui a été digitalisé et donc qui se tiendra le 16 décembre. Et je crois que les inscriptions doivent être ouvertes. Et puis enfin, un magazine Aspect, qui est le magazine de la CCI France-Suisse. On avait rédigé un magazine Aspect spécial Réussir en Suisse, qui doit avoir 2 ans, je crois maintenant, mais dans lequel les témoignages qui sont apportés par les chefs d'entreprise sont encore d'actualité. Donc, je vous invite à le consulter. Vous aurez le lien dans la présentation. Et puis, on édite chaque 2 ans un guide à faire ou ne pas faire en Suisse, qui est plus un guide sur l'interculturel, c'est-à-dire que si vous voulez venir faire des affaires ici en Suisse, il y a un certain nombre de réflexes à adopter ou à oublier en fonction. Et donc, c'est un petit guide assez pratique qui est relativement court. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je repasse la parole à Michael. Merci. Merci beaucoup pour ces propos présentant le cadre des affaires en Suisse où les mots innovation, stabilité, compétitivité ont été au cœur de ces propos. On va maintenant passer à la session de questions-réponses et j'invite l'ensemble des intervenants à se joindre à moi. Une des questions que nous avons eues de la part des participants, c'est une question autour de l'apprentissage et des talents. En quoi aujourd'hui l'apprentissage, comme vous le disiez très bien, Monsieur Kerschkens, est une voie royale et en quoi aujourd'hui, en tant que moi, chef d'entreprise, je peux m'appuyer sur des talents au niveau local. Peut-être quelques mots, Monsieur Kerschkens, autour de ce sujet. Donc la question, c'est pour les talents en Suisse et l'échange avec l'industrie. Exactement. Aujourd'hui, les talents et puis aussi l'apprentissage. Pourquoi l'apprentissage est une voie royale et sur laquelle les chefs d'entreprise peuvent puiser des talents, étant vivier de talents. Ouais, donc pour l'apprentissage, donc en Suisse, enfin, il y a l'apprentissage, il y a les études, il y a aussi cette flexibilité. Donc si vous avez un apprentissage, vous pouvez facilement passer sur une voie HES, voie universitaire pour aller plus loin. Donc je connais pas mal des cas qui ont fait justement ça, donc qui ont continué d'apprendre toute leur vie. C'est aussi un peu, enfin c'est encouragé aussi, c'est bien vu. Ce qui concerne l'accès au talent, bah, si je parle pour les PFL, donc il y a des foires qui se font, qui sont vraiment axés vers l'industrie. Je pense pareil pour l'école sœur à Zurich, où on fait vraiment open door. On invite les industries, les industriels à se présenter leur entreprise pour un échange étroit avec les ingénieurs fraîchement formés dans nos écoles. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ces premiers éléments de réponse.
Une autre question, et là je me tourne vers Monsieur Hagen. Aujourd'hui, en quoi la Suisse a été finalement un élément moteur pour votre développement à l'international? Peut-être pouvez-vous nous dire un peu plus sur aujourd'hui quelles sont vos relations, notamment avec, avec d'autres pays à l'export. Oui, bien volontiers. Donc, la Suisse est une plateforme de développement international parce que la Suisse, enfin pour de nombreuses entreprises, n'a pas vraiment de marché. Donc, les personnes qui vont graviter autour de vous et qui vont vous accompagner dans votre développement ont tous une connaissance à l'international. La Suisse, en 1 heure, on est dehors. Donc, c'est vraiment tout petit. Dans notre cas précis, les investisseurs ont joué un rôle. Comme je le disais, les investisseurs peuvent être des institutionnels, mais souvent des privés qui ont monté leur private equity ou leur fonds family office. Dans nos investisseurs, on a des gens comme Buller, par exemple, qui a été cité par d'ailleurs un de vos intervenants, qui fabrique des machines pour l'industrie agricole. Nous avons d'autres personnes comme des anciens de McKinsey qui ont monté un fonds avec les plus grosses entreprises suisses qui s'appelle VI Partners. Ces gens-là ont un réseau mondial en fait qui nous sert à recruter des talents au Brésil par exemple ou à trouver des partenaires aux États-Unis. Donc en fait, comme on l'a dit aussi, la Suisse en général est très attractive pour les fortunes aussi d'ailleurs, et ces fortunes ont envie de participer, principalement les fortunes suisses. Et ce sont des entrepreneurs qui nous aident, qui n'hésitent pas du tout à nous mettre en contact. Donc c'est un système extrêmement ouvert où tout le monde a envie d'aider tout le monde entre guillemets. Alors on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a des contrats. Il y a des contrats structurés qui lient toutes ces relations. Voilà. Vous avez levé combien d'argent en Suisse, Gamaya? Alors, actuellement, nous avons levé environ 16 millions. 16 millions, et vous êtes auprès de quel investisseur, si vous pouvez communiquer? Alors, on a un investisseur indien qui est le premier, qui est un investisseur stratégique, qui est Mahindra. Et Mahindra, qui font beaucoup de tracteurs. Ensuite, on a VI Partners, donc, qui est un fonds d'investissement suisse. Oui. On a Icos Capital, on a Buller, et on a par exemple des familles comme la famille Sandoz qui s'intéresse beaucoup, la famille Brabeck, qui est l'ancien CEO de Nestlé. Et ça, c'est un des points, quand je les cite, ça me fait penser au fait que tout le monde est connecté avec tout le monde. La Suisse, c'est tellement petit, tellement concentré qu'à partir du moment où vous faites du très bon travail, ça va être su et vous allez être en contact très rapidement avec l'ensemble de l'écosystème dans votre domaine. Et comme cet écosystème est forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, à peu près à 100% sur l'international, vous allez être connecté au monde entier. Les opportunités sont trop importantes en nombre, vous devrez sélectionner. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Merci pour votre retour d'expérience et on voit en quoi la Suisse, si on a un projet innovant, on peut trouver notamment des investisseurs privés. Je me tourne maintenant vers M. Paul Feiss. Une question a été posée pour savoir aujourd'hui comment l'intelligence artificielle et la réalité mixte peut améliorer la valeur ajoutée pour mes clients. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un petit peu partager votre vision sur cette question-là? Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est en particulier important on peut aussi bien regarder maintenant et puis l'avenir plus lointain. Maintenant, aujourd'hui, avec les problèmes Covid en particulier aussi, c'est souvent difficile de voyager. Et donc, HoloLens permet, donc j'ai montré l'application pour apprendre à quelqu'un comment suivre une certaine procédure. Mais aussi, une des applications clés, c'est donc je peux moi mettre le HoloLens, par exemple, et puis je peux avoir une autre personne qui peut se relier au HoloLens, un expert à distance. Oui. Et donc, on peut avoir une personne locale, un généraliste local, combiné avec un expert à distance. Si la personne locale a le HoloLens, l'expert à distance peut donner toutes les informations importantes, peut voir tout ce qui se passe grâce au senseur du HoloLens, peut annoter la scène devant la personne. Donc, la personne qui travaille, qui doit faire quelque chose, réparer une machine ou comme ça, peut recevoir toutes les instructions, toute l'information nécessaire et utile à résoudre le problème.
mais en plus peut recevoir des annotations très spécifiques de la machine en face de lui avec des flèches qui peuvent indiquer tel bouton, telle machine, etc. Donc ça, c'est le style d'application qui, dans tous les domaines, plus ou moins, en particulier au niveau médical, ça avait été utilisé en Angleterre, où des docteurs perdaient beaucoup de temps à passer d'un patient à l'autre parce que chaque fois, ils devaient entièrement se changer et se désinfecter. Et ici, il y avait l'infirmier qui était déjà dans la pièce, qui mettait le HoloLens et qui permettait au fait une consultation au docteur sans que le docteur ne doive rentrer dans la pièce. Si bien sûr, il y avait quelque chose de spécial qui se passait, le docteur pouvait toujours rentrer, mais ça évitait donc de perdre beaucoup de temps simplement de passer d'une chambre à l'autre. Mais ça peut aussi, surtout, et ça va rester à terme indépendamment de Covid, si une machine, si on est par exemple bulleur ou comme ça, on a des machines de par tout le monde, et quelque part une machine, il y a quelque chose de cassé ou il y a un problème à résoudre, de pouvoir immédiatement avoir quelqu'un sur place, connecté à l'expert, à un expert en Suisse ou autre part, ça offre énormément de gains de temps et de gains en argent au niveau du voyage, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont directement à terme. Ce qui va se passer, c'est quelque chose qui rejoint l'industrie 4.0, etc. C'est qu'on pourra se promener à l'intérieur de son entreprise avec des lunettes de réalité mixte comme celle-ci et simplement, en regardant les machines et tout ça, on va pouvoir avoir des couches d'informations qui sont rajoutées aux machines et donc toutes les données IoT, etc., vont pouvoir être rajoutées en couches d'informations. On va pouvoir chercher ça en temps réel, etc., combiné avec, au fait, voyant en étant dans l'espace, d'avoir toutes ces couches d'informations et de pouvoir faire toutes ces recherches sur l'information et combiner ça et de pouvoir résoudre des problèmes ou voir des choses des problèmes qui se passent ou de voir si toutes les machines sont en vert ou s'il y a des problèmes par-ci par-là, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont venir à l'avenir, mais déjà aujourd'hui, il y a des choses tout de suite qui peuvent être déployées de façon très efficace. Merci beaucoup pour cette technologie du présent et vraiment de l'avenir où finalement notre bureau ne sera plus sur nos tables d'ordinateur, mais sur nos yeux. Ceci est vraiment passionnant. Il faut voir aussi que c'est surtout pour les gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'information, à ces technologies, aux technologies de l'information, parce qu'ils ne sont pas assis à un bureau. C'est surtout pour les gens qui travaillent avec leurs mains dans le monde, qui pour l'instant sont coupés de la plupart de ces technologies. Oui. Ici, on les amène d'une façon très puissante qu'ils peuvent utiliser avec les mains libres, tout en pouvant faire le travail qu'ils font, mais avec toute l'information, les couches d'information en plus. Oui, tout à fait. Donc, on va vraiment toucher à une autre couche de la population et au travers de cette innovation qui va complètement révolutionner notre façon de travailler. Vraiment, c'est tout à fait passionnant. Merci en tout cas, Monsieur Paul Lefeis, pour cette réponse. Je me tourne maintenant vers Monsieur Durier. Une question a notamment été posée par certains participants qui demandaient quels conseils pourriez-vous donner à une entreprise qui souhaite se développer en Suisse et quel est aussi aujourd'hui votre retour d'expérience? On a indiqué que 1500 entreprises françaises sont implantées en Suisse. Est-ce qu'il fait bon vivre en Suisse pour une entreprise française? Alors, merci. Et effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais ça a été évoqué notamment par les intervenants à Zurich et à Lausanne. Il fait bon vivre d'une manière générale en Suisse. Je crois que tous les étrangers qui s'y installent au départ ont un petit temps peut-être d'adaptation, mais après ont beaucoup de mal à en partir lorsqu'ils sont forcés de le faire pour des raisons professionnelles souvent. Et on en voit beaucoup qui reviennent ensuite, qui recherchent un poste en Suisse et qui se réinstallent en Suisse. Et c'est vraiment une réalité. Il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle, il y a des infrastructures qui fonctionnent. Il y a un niveau de sécurité qui est assez élevé et ça, lorsque vous avez des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui se déplacent ici en Suisse, ils apprécient d'avoir cet environnement avec leur famille. Et puis pour les entreprises, je pense que effectivement, c'est un cadre pour le développement des affaires qui est propice. Par contre, c'est un marché qui est très mature. Donc, le thème d'aujourd'hui, il est aussi fait pour ça. Faut arriver avec de l'innovation. Faut arriver en ayant une approche différenciante. Si on arrive avec un produit ou un service qui est déjà opéré par plusieurs entreprises sur le marché qui sont performantes, le temps de pénétration, il va être très important et ça peut décourager les velléités. Donc,
on n'a pas pour habitude de dire à toutes les entreprises, venez sur le marché suisse, c'est formidable, vous allez faire des affaires, vous allez voir, c'est vraiment génial. Il faut vraiment avoir une analyse du marché en amont. Alors, il ne faut pas y passer 2 ans non plus, mais en tout cas, il faut se renseigner sur son marché, rencontrer des acteurs, développer le réseau. Et c'est en cela que des organismes comme le Swiss Business Hub, comme la Chambre, comme les organismes de promotion économique cantonaux, sont là pour appuyer les chefs d'entreprise, pour leur faire rencontrer les bonnes personnes, pour qu'il y ait en amont finalement de ce développement sur le marché, une phase de dialogue qui permette de comprendre vraiment comment est structuré le marché. Et je pense que cette phase de compréhension, il ne faut pas s'en affranchir, sinon on risque de se tromper. Merci en tout cas, Monsieur Durier, pour cet éclairage-là. On a évidemment l'ensemble des structures, le Swiss Business Hub à votre disposition pour vous aider dans votre projet, la CCI France-Suisse avec ses experts aussi pour vous accompagner. On n'a pas pu traiter l'ensemble des questions qui nous ont été posées. Ceci dit, ces questions-là pourront être abordées à la suite de ces webinaires. Vous avez différents contacts des intervenants de la Chambre de la CCI France-Suisse et également du Swiss Business Hub. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je tiens maintenant à remercier vraiment l'ensemble des intervenants pour la qualité des interventions. On a vraiment eu en échantillon représentatif de l'écosystème suisse de l'innovation autour de l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. On ne peut maintenant que vous inviter à vous rendre en Suisse et, comme on dit, tout de bon pour vous pour la suite.